On avait décidé de décaler d'un quart d'heure, donc il reste un petit quart d'heure pour des questions. Donc n'hésitez pas. On voit bien que l'histoire de la RT 2012, du facteur 258, le fait de passer d'une considération sobriété énergétique à une considération beaucoup plus baisse du CO2 est crucial là-dedans, et que derrière, bien entendu, le lobby du gaz et quelques autres sont très actifs, et que ça ne va pas être facile. Des questions? Peut-être. Oui, vas-y, allez-y. Oui, déjà une remarque sur la première intervention. Je reviens très rapidement sur la première intervention où il avait été dit que les bâtiments électriques consommaient beaucoup moins que les autres bâtiments. Et ça, c'était au vu de l'analyse, donc d'une analyse d'un organisme qui s'appelle le CEREN. Il faut prendre ces données vraiment avec des pincettes parce que les analyses du CEREN et toutes les études qui font les enquêtes, elles sont très folkloriques. Et donc moi, je comprends pas comment on peut passer pour un bâtiment électrique de 63 kWh par mètre carré à 120 pour un chauffage donc au gaz. Donc ça, à mon avis, il faut le prendre avec des pincettes. Voilà. Non, je suis désolé, mais ce qui vient du CEREN, ce sont les mètres carrés. Ce sont les mètres carrés qui viennent du CEREN. Ce qui vient sur les térawattheures, ça vient des données officielles de l'espèce d'immense tableur je veux bien que les deux soient contestables, mais c'est le mariage des deux, et je ne crois pas que le CEREN se trompe sur les mètres carrés. Moi, je crois que oui, parce que j'ai longtemps répondu à des enquêtes du CEREN dans l'organisme où j'étais. Je peux vous dire que moi, je travaillais dans l'université. Je répondais pour tout le patrimoine de l'université. Eh bien, le CEREN interrogeait non seulement la centrale, donc celui qui répondait pour tout le patrimoine, mais interrogeait également chacune des autres adresses postales. Donc souvent, il y avait 2 réponses, voire 3, voire 4 réponses pour le même patrimoine, et ce n'était pas corrigé. Donc je vous dis, ces enquêtes-là, elles sont vraiment à prendre avec des pincettes. En tout cas, moi, que des bâtiments électriques soient très bien isolés, c'est une chose, mais qu'ils aient un rapport de 1 à 2 avec un bâtiment de gaz et avec la même réglementation, je crois qu'il faut le prendre avec des pincettes. Voilà, c'est un peu ma remarque. Bon. Donc c'était plus un commentaire qu'une question. Oui, j'en avais une autre, mais c'est pas grave. Bon, juste un tout petit commentaire. Donnez votre nom aussi. Hein, Donnez votre nom. Jean-Pierre Chaussade. D'accord. Oui, il y a eu une analyse qualitative sur l'origine de cette différence. Moi, je vous renvoie, il y a eu une note là-dessus qui a été faite, c'était à l'époque par l'échec. Bon, c'est tout à fait clair, c'est-à-dire que le prix d'électricité étant plus élevé au kilowattheure, les gens font beaucoup plus attention. La régulation en électricité permet pièce par pièce de réguler, donc quand il y a des pièces qui ne sont pas... Alors qu'on fait beaucoup moins attention en thermique, que ce soit au gaz ou au fioul. Et puis la deuxième aussi explication, c'est que souvent, dans les maisons chauffées à l'électricité, il y a un poêle à bois qui n'est pas compté comme tel, mais qui est beaucoup plus utilisé parce que l'effet sur la régulation des températures des radiateurs est évidente, alors que dans le thermique gaz, c'est beaucoup moins évident. Donc voilà l'effet. Moi j'avais une question. Dans tous les raisonnements là, que l'on fait, on parle beaucoup finalement, notamment d'énergie renouvelable thermique. On parle beaucoup des maisons, mais quid des immeubles dans les villes? En fait, aujourd'hui, on ne favorise absolument pas l'entrée du renouvelable, et en particulier que ce soit sur les nappes phréatiques, je pense à Paris ou autres. Il y a plein de systèmes qu'on pourrait développer qui permettraient de développer des chauffages sur pompe à chaleur, sur nappe, mais ça suppose une autre réglementation, ça suppose qu'il y ait des concessions de distribution d'eau de basse température ou de distribution d'eau filtrée de la Seine. Mais ça, je ne vois pas beaucoup de travail dans ce sens-là. Oui, donc c'est ça, effectivement, c'est la question des logements collectifs. Donc on a vu que sur les renouvelables, et en particulier les PAC, ont beaucoup de mal à pénétrer les logements collectifs, parce que
les appareils aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés. Néanmoins, c'est une volonté. On a compris qu'il y avait une volonté du gouvernement de développer la PAC aussi en logement collectif. Alors, c'est des éléments qu'on a obtenus. Et il y a aujourd'hui, il y a peu de constructeurs qui fabriquent ces appareils. Néanmoins, ça peut se développer, mais c'est mieux quand c'est conçu lors de la construction du bâtiment. Par exemple, en Asie, parce que c'est évidemment pas très joli d'avoir les aérateurs des pompes à chaleur sur les bâtiments. Mais donc, si c'est intégré de façon architecturale, comme c'est fait quelquefois en Asie, à ce moment-là, ça devient esthétiquement possible. Voilà. Mais donc, c'est quelque chose qui est vraiment à construire, qui est vraiment à développer. Et la maison dans la radio est climatisée par des packs qui sont alimentés en eau de la Seine. Oui. C'est possible pour la maison de la radio. Pourquoi ce ne serait pas possible d'alimenter tous les immeubles qui sont autour de la Seine en eau de la Seine pour installer des packs? Et il existe aucune étude, aucun industriel qui travaille dans cette zone-là. Il y a sur le site du ministère les documents de M. Giraud, qui sont un peu anciens, mais qui comparent depuis l'origine l'isolation thermique d'un appartement ou d'un logement chauffé au gaz et chauffé à l'électricité. Et M. Giraud du ministère faisait bien apparaître que les logements chauffés à l'électricité étaient mieux isolés et ont toujours continué à être mieux isolés que les logements qui étaient chauffés au gaz. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a un énorme travail à faire avec les gens qui font des appareils de chauffage électrique parce que ils sont en tout ou rien souvent, ou alors ceux qui se vendent dans les supermarchés pour faire les chauffages à poids, c'est une catastrophe. Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec eux. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand vous avez un cumulus chez vous, enfin un chauffe-eau électrique chez vous, pour régler la température, il faut démonter le capot au-dessous, se mettre à quatre pattes ou se mettre sur le dos pour tourner le thermostat sans savoir ce que ça va donner. Donc je trouve qu'il y a des micro-adaptations à faire que les constructeurs de chauffage électrique ne font pas. Et ça, il faut les pousser à faire ces adaptations. Alors, on a quand même maintenant des radiateurs électriques qui sont d'excellente qualité, mais ce n'est pas forcément les chauffages d'appoint chinois qu'on trouve dans les supermarchés et qui en plus, c'est un point qui n'est jamais évoqué, mais le chauffage d'appoint électrique, en fait, en général, il fait l'appoint du chauffage gaz ou du chauffage fioul. Donc, voilà. Donc, juste à propos de la première ligne de cette conclusion, c'est une généralisation par rapport avec laquelle j'adhère, mais il y a des gens qui, au contraire, prônent de diminuer la part de l'électricité. C'est les gens de Négawatt qui ont leur relais dans la politique et dans le public. Alors, quelle est leur influence dans les discussions auxquelles vous avez fait allusion? Les gens de Négawatt ont effectivement de l'influence. Je pense que les gens de Négawatt, donc ils font des études qui sont très élaborées, très détaillées, mais qui partent quand même du principe que le nucléaire est quelque chose de mauvais. Et je pense que c'est le problème de l'électricité. C'est qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont anti-électricité, parce que l'électricité est nucléaire, il ne faut pas se leurrer. Il faut mieux sortir du nucléaire que du réchauffement climatique. Voilà, donc là c'est un débat assez idéologique. Jean-François Sordin, je reviens sur la réflexion RE 2020 et sur la prise en compte du cycle de vie du bâtiment et non plus simplement de son usage. Vous nous avez dit très clairement effectivement que c'était une tentative de noyer le poisson à travers quelque chose qui est beaucoup plus flou, qui est le cycle de vie dans lequel les analyses, là encore les boutons, les coefficients, il vient y avoir beaucoup à piloter. Est-ce que plutôt que
d'essayer de lutter frontalement en disant non, pas de cycle de vie, on n'en veut pas, ce qui est une position qui est sans doute difficile à tenir en négociation, c'est de dire ok pour le cycle de vie, mais découplons-le très nettement, c'est-à-dire cycle de vie d'un côté, mais là c'est un one-shot, si je puis dire. C'est-à-dire, vous construisez le bâtiment avec la technologie que vous avez choisie, avec les matériaux que vous avez choisis. Eh bien, je ne sais pas, on imagine une taxe ou une incitation à faire des bâtiments dans lesquels le cycle de vie est plus favorable que l'autre, mais finalement, c'est un one-shot qu'on décide de payer ou pas. Et après, la vraie vie, c'est l'usage du bâtiment, c'est-à-dire de découpler clairement les deux et pas de faire un mix des deux qui, à ce moment-là, ne veut certainement plus rien dire. Alors, on est totalement d'accord avec ça. Évidemment, on n'a aucune opposition à ce qu'on construise des bâtiments moins émetteurs à la construction, mais ce qu'on voudrait, effectivement, c'est que les usages ne soient pas noyés dans un ensemble. Donc, on est totalement en phase avec cette position. Donc, dans le plus c'est moins, donc l'expérimentation préfigurant RE 2020, et ça n'a pas été accepté. Mais maintenant, il y a RE 2020, les négociations ne sont pas terminées. Bon, voilà, c'est un sujet qu'on regarde, évidemment. Oui. Je me projette sur le futur. Linky commence à devenir abondant. Pour le moment, Linky ne sert à rien. Linky, c'est uniquement de la mesure. Comment est-ce que EDF voit la multiplication des plages horaires destinées à limiter les pointes, etc. Et à partir de quand on peut espérer que Linky servira aux consommateurs? Vaste sujet. Aujourd'hui, d'abord, il n'y a pas très longtemps que Linky se développe, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de Linky. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il y a une vraie incitation économique à faire ça? Voilà. Et donc, moi, ce que j'entends dire, là, très franchement, je ne suis pas expert de ce sujet. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas encore de vraie incitation économique à complexifier les choses de cette façon-là. Je pense qu'il y a certainement un intérêt climatique à aller dans ce sens, mais il n'y a pas encore de vraie incitation économique. Je crois que c'est ça qui freine aujourd'hui. Voilà, mais je ne suis pas expert du sujet, peut-être Jonathan Lassalle qui maîtrise mieux ce sujet que moi. Bon, on va laisser une dernière question pour notre président, mais on va s'arrêter après. Je ne suis pas sûr que ce soit une question, c'était une remarque. Moi, je voulais revenir sur le premier transparent petit pot et le dernier. Juste parce que, en fait, tu nous as dit au début, nous à EDF, on pense que... Mais moi, ma question, c'est que pense la planète? Parce qu'au bout d'un moment, l'efficacité, elle est où? Et je pense que la planète, elle pense à peu près comme... on pourrait reprendre, en tous les cas, sur le climat, on peut le reprendre, à peu près les pensées d'EDF. Ce qui n'est pas le cas dans tous les domaines. Je le précise. Mais dans ce domaine-là, c'est le cas. Et là, tu écris, la RE 2020 semble prendre une orientation plus favorable aux énergies bas carbone. Et on se dit, mais nom d'un chien, je ne vais pas faire mon Nicolas Hulot de base, mais franchement, ce n'est pas une orientation plus favorable, c'est une orientation très favorable. Il faut y aller vite. Il ne faut pas commencer à infléchir le truc. Alors, on comprend que EDF, c'est normal, l'État, etc. J'ai été payé pour le savoir. C'est très compliqué. Mais il me semble que la réflexion qu'on peut se faire, c'est pourquoi on ne va pas plus vite, bon sang, hein, il faut y aller, quoi. Je veux dire, la planète, elle nous attend. On a des solutions, elles existent. Pourquoi la France ne met pas en œuvre plus vite ce truc, etc. Certes, derrière, il y a de la politique, il y a des molos, il ne faut pas, etc. Les emplois, il ne faut pas froisser, tout ce qu'on veut. Mais bon sang, on a un problème de rythme, quoi. On ne peut pas se contenter, me semble-t-il, de dire ça va un peu mieux, et puis on est passé de le gaz, l'écart entre le gaz et l'électricité a un peu augmenté. Il faut le mettre à sa vraie valeur, il faut y aller, non d'un chien. Alors après, je ne sais pas comment il faut faire. Mais là maintenant, on est militant, c'est plus facile. Mais il me semble que c'est ça notre problème, quoi. Le rythme, on ne peut pas se contenter. Philippe Pelletier nous a dit un peu ça aujourd'hui. Ça va plutôt un peu mieux, on est en train d'être plus raisonnable, etc. Il ne faut pas aller un peu mieux, il faut aller beaucoup mieux, bon sang. Mais voilà. Non, mais on est évidemment d'accord avec ça. Maintenant, il y a un rythme de l'administration auquel on est confronté. Et en tout cas, donc, même si ce rythme s'impose à nous, évidemment, on n'est pas tout seul. Et vous avez parlé de Négawatt, on a Engie, il y a beaucoup d'ONG. Moi, je peux vous dire qu'en 2016, quand on discutait du contenu carbone de l'électricité, il y avait 30 personnes dans la salle. Quasiment tout le monde était contre nous. Hein. On a réussi à faire venir Enedis, on a fait venir l'association Eden, les des énergies, là. Mais sinon, tout le monde, c'était les ONG, les antinucléaires, les fossiles, Total, etc. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont anti-électricité. Et du coup, et d'ailleurs, on a failli avoir gain de cause en 2016, et au dernier moment, au vu de ces oppositions,
le gouvernement a reculé. Ils nous l'ont dit d'ailleurs. Ils nous ont dit non, on a failli passer, mais il y a eu trop d'opposition. Et donc, et là, bon, je dis semble prendre, parce que rien n'est gagné, mais c'est déjà quand même très positif de noter que ça va dans le bon sens et qu'on espère. Et puis par ailleurs, bon, il ne faut quand même pas oublier un point important, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde qui travaille dans le secteur gazier et que le gouvernement est sensible également à ça et veut, je l'espère, gérer une évolution des parts de marché du gaz, mais pas non plus être trop brutal. Bon, il est certain que dans des marchés de plusieurs centaines de milliards d'euros par an pour la seule France, il faut bien se rendre compte que ça gêne des gens et que les lobbies sont sur le terrain tous les jours et dans tous les cabinets ministériels où il faut. Donc, pas facile. Mais on s'arrête là. La pause est limitée.